Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un nouvel épisode de QLS juste avant une double journée. Force à nous, force à toi Brad. Ça nous avait pas manqué. Force à moi. Hier j'ai regardé les matchs jusqu'à 4h du sbah. Et encore, j'ai pas regardé Maccabi, Étoile Rouge. Il ne faut pas être bête. Je sais même pas si Milo s'il a joué. Non. Voilà, j'ai bien fait de pas regarder. Next question. On rentre dans le vif du sujet parce que t'es pressé, je suis pressé. Après je coach mes petits. Vas-y. Après je vais arriver en retard, ça va dire ouais Ozan, tu t'es pas sérieux, on va te virer, nanana. Bref, tout ça pour dire que on est parti. Je commence par un bon flop, ça fait plaisir. On part sur les clubs français ? Allez, c'est parti pour les clubs français, let's go. Du coup, les clubs français, tu veux parler. Donc il y avait Alba contre Monaco Ouais. et il y avait Asvel FS. On va aller comme ça directement. Double victoire. Des clubs Encore une fois. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? L'Asvel, peut-il attraper le play-in? Alors, on va pas pousser, mais s'ils arrivent. L'année dernière, ils ont gagné combien de matchs l'Asvel? 8 je crois. 8 et 9. justement ce qu'il disait le commentateur, je crois que l'année dernière ils gagnent 8 matchs, il faudrait essayer de gagner 9. 9 ou 10. Je sais pas, ils sont à combien là? Ils sont à 7-22 là. 7-22. Ouais, après je sais pas ils jouent qui, donc pour faire 9 ça va être... On verra, mais s'ils prennent encore 2 victoires, ça va être pas mal, c'est une progression. Mais blague à part, ouais, ils jouent Monaco. On commence par Monaco, comme Vas-y. ça c'est fait. Monaco joue Berlin. J'ai trouvé ce match-là, comment dire, Monaco, alors dominant, mais en même temps, Berlin n'a pas lâché. Berlin n'a pas lâché, comme à leur habitude, hein, parce que c'est une équipe, c'est comme moi, je les ai beaucoup regardés avec Gabriel et Procida. Ils jouent pas en ce moment, ça n'est pas bête. Et c'est une équipe qui lâche pas, qui est toujours là à courir, à mettre des tirs, et preuve en est, ils ont dominé Monaco dans le premier quart-temps. Hein. Ah bah, ils ont dominé dans le premier quart-temps, mais que dans le premier quart-temps. Et après derrière, ce que j'allais dire, et après derrière, sont fait masser, parce que Monaco s'est enfin réveillé, au bout d'un moment... En fait, Monaco est rentré dans le match en Exactement. dilettante, C'est ça. Ça défendait pas, C'est ça. c'était tranquille, etc. Et en effet, ils ont dominé le premier quart-temps. Quand il y a eu les rotations qui sont rentrées, que ça soit du coup Okobo, Danta Hall, Terry Tarpey aussi qui a fait un très bon match. Défensivement, Namjaité, on a vu c'est pas le premier qui me venait en tête. Il a pas été mauvais, mais bon, il a pas été en lumière non plus. Bah direct, on a vu la différence. Il se mange 32-12 au deuxième quart-temps, donc 20 points d'écart sur un quart-temps. Et puis c'est un peu le problème de Berlin, tu vois, c'est le problème c'est sur la durée. On a vu, il y a plein de matchs contre le Barça où genre ils sont à plus 18, ils sont revenus. Après il y a un autre match aussi où ils avaient de l'avance et ils se sont fait remonter. Je sais plus si c'était le Real ou quoi. Et donc du coup, le Barça. Non mais le Barça, oui. Ah oui, à l'aller ils avaient gagné et au retour ils ont fait pareil mais ils ont perdu. Mais du coup c'est une équipe, on sait ce que ça vaut. Surtout que là, il y avait des absents, il n'y avait pas Spagnolo, il n'y avait pas Procida. Donc ça a été honorable. Moi j'ai trouvé que Monaco quand même, j'ai pas été vraiment rassuré par leur état d'esprit, tu vois. On disait bon bah ils sont sur 8 victoires d'affilée ou 7 victoires d'affilée. 8. Comment ils ont commencé le match, t'avais l'impression qu'ils étaient vraiment venus en mode tranquille quoi. Ils sont pas venus en se disant bon vas-y on va vite finir le job, etc. Et au final c'est quand il y a eu les rotations qu'ils ont pris de l'avance, mais comme tu as dit, Berlin n'a pas lâché. Berlin perd de 8, et il n'y a pas eu cet écart de ok 25 tranquille, on se relâche tranquillement. Ça a toujours été autour des 10, et donc sur ça j'étais un peu déçu. Mike James qui a mis des gros tirs à la fin, et puis en fait il a mis que des tirs d'enculé, on va le dire. Vraiment, les 3 points, il faut qu'il y ait 2 défenseurs sur lui, des fadeaway au poste bas et tout. Mais voilà, encore une fois, Elie Okobo MVP. Oui. Avec sa relation avec Danta Hall, avec sa création pour lui-même, des gros tirs, de la finition. J'ai encore une action, je crois que je l'ai enregistrée, je vous la mets, où il drive sur sa main droite. Il peut finir en lay-up, mais il veut se tordre dans tous les sens main gauche, il aurait eu le N1, mais bon... On va pas lui tirer dessus vu le match qui nous sort, mais c'est de bon augure d'avoir un Elie Okobo qui prend du rythme comme ça. Complètement. Peut-être pour les JO. Alors, comme c'est une émission sérieuse, on va passer à autre chose, mais... Non, mais après, voilà, je pense que ça, en équipe de France, ça s'est mal passé les dernières compétitions, etc. Je pense que c'est parce que c'est dans le rôle. Dans le rôle, mais ce que je veux dire, c'est que là, si tu regardes sur la saison, surtout sur la deuxième partie de saison qu'il est en train de faire, il aurait été légitime, mais je suis d'accord. C'est comme Bobois ou même Mousfal, etc. C'est des mecs qui ont le niveau pour y être, mais dans le rôle ou dans l'intégration dans l'équipe, dans le jeu que veut pratiquer Vincent Collet, bah, peut-être que ça va pas le faire. On verra. Mais en tout cas,
il fait parler de lui. Avec les matchs qu'il fait. Je fais clairement parler de lui. Monaco prend ce match. Après, dans l'état d'esprit, je pense qu'ils se sont dit bon, c'est Berlin, on va y aller. Et je pense que sans forcer, on peut attraper le match. Berlin a quand même une équipe voilà, qui accroche. Et je pense que c'est pour ça qu'ils y ont été. Ils sont à 8 victoires d'affilée. C'est plutôt un point positif là-dessus. Et c'est bien, c'est une victoire à prendre. C'était une victoire à prendre, il fallait pas faire de faux pas. Mike James, il a pris 22 tirs quand même. Et il fait combien? Il fait 7-22. 7-22, il met 20 points, 4 rebonds, 4 passes, 9 dévals, 4 pertes de balles aussi. 22 quand même. Hein. Ouais, 22 c'est beau. Encore un très bon match aussi de Jared Bunson Game qui fait encore 1 sur 2 à 3 points, donc qui commence à trouver un petit peu de régularité dans le tir sur les derniers matchs. Non, bon, on va pas s'étaler sur ce match-là qui était quand même censé être une victoire facile, si ce n'est que ça a été moins facile que prévu. C'est ça. Et je tiens à dire, du coup, parce que c'était le premier match que Alpha Diallo manquait sur cette saison d'Euroleague, que Terry Tarpey, dans un autre registre, l'a très bien suppléé. Franchement, dans l'intensité, je l'ai noté, la fluidification du jeu de Monaco. Il attrapait, soit il jouait, soit il kickait, ça enchaînait bien. C'était du Nicolas Batum. Ouais, exactement. C'est exactement ce rôle-là. Peut-être pour les JO aussi. Hein. Après, il a pas fait les fenêtres et tout. Donc, si, il a fait. Il a fait les fenêtres? Je sais plus. Non, je crois qu'il l'a pas pris. Hein. Je crois qu'il a pas Non, il a pas fait les fenêtres. Après, c'est vrai qu'il fait une saison un peu compliquée, mais voilà, quand il joue, ça fait plaisir. Encore une fois, comme on avait dit avec Mathieu Strazel et avec. Dans le championnat de France, il joue, mais c'est vrai qu'en oui, en Euroleague, pas trop quoi. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai bien aimé aussi l'apport défensif de Kemba Walker quand il rentre. Il met des grosses pressions. Non, mais toi, t'es dur. Et là, franchement, défensivement, il se l'est foutu. Après, il a pas joué 25 minutes, il score pas de fou, mais défensivement, il s'est foutu. C'est pas question de scoring, je trouve qu'on a beaucoup vu, on a vu Mathieu Strazel sur la première mi-temps, on le voit un peu moins en deuxième, et j'aurais préféré le voir en deuxième. Kemba Walker, ça y est, franchement, moi j'en suis revenu. Kemba Walker, il a plus 13 de plus-minus mais oui, en 13 minutes. Parce que quand il est sur le terrain, il est plutôt bon, c'est une réalité. Il fait partie de la seconde unit qui fait le run dans le deuxième quart. Mais j'aurais préféré voir Mathieu Strazel un peu plus. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Je suis revenu de voir Kemba Walker. Pour une fois que Kemba Walker, Kemba Walker fait des trucs bien, moi je vais le dire, c'est pas parce qu'il s'appelle Kemba Walker que je vais dire que ce qu'il fait c'est pas bien. Pas du tout. Mais en fait, j'en suis revenu. Pas un hater, pas un hater. C'est juste que ça m'agace, je préfère voir Mathieu Strazel, avoir encore 4-5 minutes de plus, plutôt que de voir Kemba Walker, parce que c'est bon, ça y est. Moi, je suis fatigué de voir ça. Ok, écoute, on passe sur l'Asvel. Asvel FS. Franchement, gros match. Je m'y attendais pas, hein. Sincèrement, je m'y attendais pas. Déjà, pour commencer, l'absence de Geoffrey Lauvergne de dernière minute, et surtout le retour de Youssef Fall, ça se ressent direct. Hein. Fall, il était déjà au dernier match. C'est Paris qui était pas là. Youssef Fall a joué le dernier match? Ouais. Putain, je l'ai pas vu. Bah si, pourtant, il a taffé, je crois. Ils ont joué qui le dernier match? Je sais plus. Faudrait que je regarde. Mais si, il a joué le dernier match, Youssef. Je suis quasiment sûr à 100%. Mais vas-y, tu peux enchaîner, je vérifie. Vérifie, mais ok. Mais en tout cas, quand il est là, dans la raquette, là, ça fait vraiment du... c'est Cheikh qui est absent, mais là, quand Youssef il est là dans la raquette, ça se sent, le jeu, le système de l'Asvel tourne autour de lui. En tout cas, il prend de la place et ça, c'était un plaisir. Le match était très bien trouvé. Ah ouais, il a raté un dunk. Ça, voilà. Mais bon, vraiment, il met beaucoup de points et on sent que l'Asvel est plutôt bien rentré dans son match. On sent que l'Asvel ne va pas beaucoup défendre. Ouais, mais bon, ça tombe bien, il joue les fesses. Est-ce que j'allais dire, en même temps, il joue les fesses, donc c'est pas très grave. Il joue le dernier match. Il fait 17 minutes contre le Pana et tout. Il joue. Putain, j'ai dit une sortie d'esprit carrément. Mais voilà, donc l'Asvel vraiment ne va pas beaucoup défendre, mais comme c'est les fesses, ils vont pas beaucoup défendre non plus, et ça, c'est pas très grave. Donc ils prennent un bon run. Puis je vois un Asvel vraiment qui est, comment dire, dominant, qui a su prendre l'avantage dans cette première mi-temps. J'ai aimé l'apport de... L'Asvel gagne les 3 premiers cartons. J'ai aimé l'apport de, comment il s'appelle, de Deshaun Thomas. C'est ce que j'ai dit, il a regardé QLS. Parce que la semaine dernière, j'ai dit, je comprends pas pourquoi ce mec-là, il est sur le terrain, il nous a sorti... Bah non, mais... Moi, je suis pas un hater. Je t'ai dit les matchs qu'il a fait jusqu'à présent. Même le commentateur, il a dit j'ai jamais vu Deshaun Thomas passer. Il a passé une fois la barre des 10 points. On l'a jamais vu comme ça, etc. Je suis d'accord. Là, il fait 30 minutes, 20 points, 6 sur 6 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points, 2 sur 3 au lancer, 4 rebonds, 4 passes, un seul turnover, 27 dévals. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je lui reproche? Voilà, dis bien. Moi, de toute façon, c'est pas comme si j'étais sur ses côtes sans raison depuis 25 journées. J'ai juste dit que depuis qu'il avait signé, il avait pas apporté grand-chose.
aujourd'hui, il a apporté. pour moi, clairement, c'est le MVP du match. Oui. Donc, Mais j'ai aimé aussi, globalement, sur la première mi-temps, j'ai aimé le côté défensif pour le coup de l'ASVEL, parce que sur le deuxième carton, ils ont un peu plus défendu. Ouais. Ils maintiennent les fesses à 39 points à la mi-temps, ce qui est plutôt une bonne perf. Et ça, c'était vraiment un plaisir. et même sur le troisième quart, hein, les Fesses met que 13 points sur le troisième quart. C'est ça, complètement. Donc, non, mais après, il y avait deux équipes qui n'étaient pas hyper fortes défensivement. Ouais. Il y en a une qui voulait vraiment pas défendre. Et ce que disait le commentateur, c'est que tu avais les Fesses qui jouent quand même leur place en play-in, mais on a l'impression qu'ils veulent même pas y aller en play-in. Il n'y avait pas d'énergie sur le banc, les mecs qui rentraient, il n'y avait pas de... Et puis là, ils perdent de 4, mais ça raconte pas du tout le déroulé du match. Alors bon, je pense qu'on va revenir en particulier sur le quatrième quart. Hein. Sur le quatrième quart, mais juste avant d'aller sur le quatrième quart, moi aussi, il y a quelque chose que j'ai bien kiffé, c'est on avait l'impression que depuis le retour de Nando, TLC était un peu en retrait, et là j'ai trouvé que la répartition de leur jeu était vraiment super efficace. T'avais Nando à la création, t'avais Timothée qui était vraiment dans un rôle de pur scoreur, il attrapait, il jouait, il attrapait, il shootait, et ils se sont super bien trouvés. Il y a eu plusieurs actions où je vois Nando lâcher des passes pour TLC. Et TLC, il a fait son meilleur match depuis plusieurs journées. Il finit à 21 points aussi. Putain, il a fait les mêmes stats que Deshaun Thomas. J'ai hésité en termes de MVP. Il fait 6 sur 6 à 2 points, du coup 2 sur 3 à 3 points, 3 sur 3 au lancer. 6 rebonds, 1 passe, 4 pertes de balles certes, mais 23 dévals. Alors il a un plus-minus négatif, mais moi je trouve que vraiment il a apporté, surtout sur la deuxième mi-temps. Et avec justement la création de Nando fait 9 passes. Il fait 9 passes en 24 minutes. Il score pas trop, il met quelques tirs quand il faut. Donc voilà, c'est une équipe qui tourne bien, avec Yakov qui reprend de la confiance, avec Paris Lee qui met le dagger. Alors vas-y, on va aller sur la fin de match. Go. Vas-y, donc l'Asvel commence à éteindre de plus en plus les Fesses qui ne scorent pas. Ils sont à plus 18 à 8 minutes de la fin du match. Et ensuite, j'ai eu l'impression de voir une équipe de minimes. C'est incroyable. Une équipe de minimes. Mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ils ont perdu 4 ballons consécutifs sur remise en jeu ligne de fond. Et quand je dis 4 ballons consécutifs, c'est-à-dire coup sur coup, ils perdaient la balle. Mais en fait, j'ai même pas d'explication sur ce que j'ai regardé, ce qu'on a pu voir. Non, mais c'est choquant, genre. Parce que, en plus, alors les Fesses fait une espèce de zone presse. J'ai dit une espèce, j'ai pas dit, ils ont fait une zone presse dure. Ils font de l'indice tout terrain. Voilà, ils font une espèce de zone presse, plutôt indice. Enfin, des fois, il y a des joueurs, ils sont sur deux. Il y a des défenseurs qui sont sur 2 joueurs, donc il y a forcément un mec de libre. Ça fait des passes en l'air, ça fait des passes à l'opposé du joueur. Puis oui, ils se démarquent au niveau de la ligne médiane. J'ai pas compris. Enfin, vraiment, c'était. Soit ils se démarquent au niveau de la ligne médiane, soit ils viennent au niveau de la ligne de fond, collés au mec qui fait la remise. Enfin, c'était une catastrophe. Ils perdent 4 ballons, donc ils remettent ils remettent les fesses dedans. Derrière, de l'autre côté, il faut pas leur en promettre, les autres. Avec Clyburn, il met des points. T'as Eric Jones qui fait un gros 4ème carton sur le rebond def. Il met des claquettes partout. Enfin, c'était une catastrophe. Je me dis, mais ils vont quand même pas perdre. Ils étaient à plus 18. Ils reviennent à moins 7, les fesses. Il y a Deshaun Thomas qui arrive quand même à mettre un gros tir à 3 points pour passer à plus 10. Et derrière, c'est la panique. Et c'est encore perte de balles, des tirs bourbiers, etc. Ils reviennent à moins 1. Oui, 79-80. À moins 1. Il reste genre 27 secondes, donc les Fesses décident de ne pas faire faute. Et Paris Lee met très bonne passe de Nando encore sur un drive, qui envoie sur Paris Lee, qui heureusement met le tir pour finir, pour passer à plus 4. Bon, fin de match, mais franchement... parce qu'il ne met pas, il perd. Je sais pas s'ils perdent parce qu'il reste pas beaucoup de temps. En plus, c'est une balle vivante, tu peux pas prendre de temps mort. Ils le mettent pas, moi je dis qu'ils perdent. Mais en tout cas, c'est fou. Et puis, c'est pas la première fois que. Enfin, là, ils le gagnent, mais le nombre de matchs comme ça, où ils tenaient le match, on l'a dit, sur tout le début de saison, et qu'ils perdent, c'est frustrant. Et moi, je trouve autant sur ce match-là et autant contre. Il y a 2 matchs, pas contre le Pana, mais avant un autre match qu'ils gagnent, je sais plus c'était contre qui. Nando De Colo, aussi fort soit-il, autant il fait du bien. À la fin, tu vois qu'il est cramé. Okay. Il est cramé et Pierre Poupé, à ce moment-là, il le laisse trop longtemps sur le terrain et souvent, ça coïncide. Tu vois, on voit souvent avec Baskonia, par exemple, qui font des rotations attaque-défense avec Marcus Howard ou même d'autres équipes qui font ça, tu vois. Et je pense que sur ces fins de match, quand tu sais que tu peux faire des changements sur panier encaissé ou quoi que ce soit, et vu tous les paniers que tu encaisses ou des remises en jeu, il faut en profiter pour
pour reposer Nando en défense et s'en servir que en attaque. Et encore une fois, il faut mettre des manières de balle à côté. Bon, là, c'était vraiment catastrophique. C'est vrai que les remises en jeu entre Chelsea, Mbaye Ndiaye, Deschamps Thomas, ils ont envoyé des passes, mais je comprenais pas. Soit dit en passant, Mbaye Ndiaye, encore une fois. J'allais le dire. Quel match. Franchement, j'ai trouvé la paire Ndiaye-Youssouf Fall assez intéressante. Mbaye Ndiaye, on sait ce qu'il vaut. Okay. Et franchement, je sais pas s'il va rester à l'ASVEL l'année prochaine, mais c'est un profil qui peut faire du bien à beaucoup d'équipes. Il faut juste qu'il arrête de tirer à 3 points. Mais il a pas tiré là sur ce match-là. Oui, non, mais le match dernier, il a voulu prendre des tirs. Oui, après c'est peut-être sa marge de progression. Mais ouais, non, la paire là était. Il fait un très bon match, il fait 8 points, 5 rebonds, il met 2 contres, il fait 10 dévals. Franchement, voilà, et défensivement. Et en plus, les défenseurs, les attaquants, je pense qu'ils commencent à savoir qu'il est dans la raquette. Que va pas falloir y aller tranquille au layup parce que sinon tu vas y aller. Donc non, c'est intéressant, c'est une dissuasion et une verticalité que l'ASVEL n'avait pas avec Youssouf Fall. Geoffrey Lauvergne aussi qui est bon contreur mais qui est pas quelqu'un d'hyper vertical. Donc c'est un profil qui est intéressant et moi depuis qu'il joue il me régale. En plus c'est pas quelqu'un qui va se prendre pour ce qu'il n'est pas. Il est là, il fait ce qu'on lui demande de faire et c'est très bien pour l'ASVEL. C'est clair. Parfait. On passe sur le Daily Review. Il y avait quelques matchs intéressants. Let's go. Allez, c'est parti pour le Daily Review. Ok, tu veux commencer par quoi ? Il y avait plusieurs matchs intéressants. Donc il y avait Barça Partizan, je vais être dessus. Ouais. Il y a le derby grec. Il y avait Real Bologne. Les matchs qui me viennent en tête vraiment grosses affiches. On peut commencer dans cet ordre-là, Partizan Barça. Partizan Barça. Alors, vas-y, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match ? J'en ai pensé que. Comme je t'ai dit, moi j'avais le sentiment que le Partizan vraiment allait rentrer dans le play-in. Ils sont rentrés par le goal average. Hein. Pas parce qu'ils gagnent. Vraiment. Après c'est le Barça, mais. Et je me dis, ils vont rentrer dans le play-in et je les voyais vraiment faire un coup en play-off. Je commence à me remettre vraiment en question parce qu'au vu de ce qu'ils ont proposé. Là, ils sont en play-in. Hein. Oui, mais par le. Parce que Valence se mange un tarif. Mais Marguerite s'est barré, j'ai plus internet. Mais vraiment, je me suis dit, peut-être que. Ils vont pouvoir faire quelque chose et le match contre le Barça, pourtant ça commence bien, je me dis ils font un match plutôt intéressant, mais en fait c'est pas Barça qui fait un match intéressant, c'est le Barça qui était à la rue complètement, dans la raquette ils se font punir par tout le monde, Ponica, Kaminski, donc je me dis ok, ça va être assez long si le Barça se met pas à défendre. En fait au début de match, ils se faisaient punir à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, moi j'ai même pas trouvé qu'à l'intérieur, ils se sont tant fait punir que ça. Hein. Sur le début de match, Ponica, Kaminski se promènent et à l'extérieur. Kaminski il se promène, il met des tirs extérieurs. Ouais. Et Ponica, c'est pas un intérieur. Non, mais dépend dans la raquette quoi. Oui, mais dépend dans la raquette. Et après t'as Punter et Abramovic qui se promènent à l'extérieur. Donc au bout d'un moment. Plus l'un que l'autre quand même. Oui, Abramovic, oui, plus, mais au bout d'un moment. Moi j'ai mis Abramovic, c'est Punter carré. C'est ça. Il monte la balle, il joue des ISO. Il se pose pas de questions. Et après, à partir du moment où le Barça a commencé à défendre, ça allait mieux. Et je tiens à tirer mon chapeau parce que ça arrivait par un joueur, par Rokas Jokubaitis, que j'ai mis MVP de la rencontre. Tu vois, c'est pour te dire, je suis pas un hater. Hein. Moi aussi, parce que franchement, c'est à travers lui qu'il y a eu ce renouveau, ce second souffle. Il y a eu plusieurs joueurs. Mais j'ai regardé le joueur avec la meilleure éval, enfin, une des meilleures évals qui visuellement et tout. Et parce que pour moi, j'hésitais entre lui, Ricky Rubio et la Provitola. Moi, j'ai eu aucune hésitation parce que à la fois les stats et le high test, forcément. Rubio quand même, il fait un gros match. Il fait un gros. Il fait 6 rebonds, 6 passes, 15 dévals, plus 20 plus minus en 16 minutes. Il fait un très très gros match, mais je te jure que le moment où le Barça était en galère, c'est grâce à Jokubaitis qu'il réussit à se relancer, vraiment. La Provitola, il a envoyé des sacrés tirs aussi. Hein. Ouais, mais après, au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a proposé ? Après, quand t'as Rubio et Jokubaitis, on me demande pas d'être trop à la création. C'est ça. Après, il fait quand même 5 passes. La Provitola. 17 points, 5 passes. Il fait 4 paires de balles, 16 dévals, plus 1 de plus-minus. Il a pas été dégueu, tu vois. Et il a mis aussi des gros tirs à la fin. Mais je suis d'accord avec toi, Rokas Jokubaitis, il est à 100% à 2 points, 1 sur 2 à 3 points. 2 passes, 3 rebonds, 16 dévals, plus 21 de plus-minus en 18 minutes. C'était clean, tu vois. Et en plus, c'était des tirs, il s'est créé ses propres tirs avec son petit dribble dans le dos, etc. Non, mais s'il joue comme ça, voilà. Le problème, c'est qu'il joue très rarement comme ça. C'est vrai. Je sais pas, on pensait, c'est ce que disait le commentateur, on pensait qu'il allait souffrir de l'arrivée de Ricky Rubio. Au final, c'est un peu Brizuela qui joue un peu moins.
Thomas Satoransky qui fait un match correct, qui fait quelques passes, qui met quelques points, mais sans vraiment trop briller, qui joue quand même 23 minutes. Hein. De toute façon, pour moi, il y a eu match jusqu'à la mi-temps, avec Abramovic vraiment qui a tenu, qui a porté le Ah, mais de Partizan. toute façon, Partizan sans Ledé et Abramovic, il s'en mange 40. Hein. Et voilà. Et après, Et puis, derrière, c'est pas par des options, et c'est pas par des actions collectives. Ah mais non. de toute façon, le Partizan, malheureusement, c'est déjà un contrat, hein. alors que Zeljko Obradovic est quand même un coach renommé d'Euroleague, ce que ça propose offensivement cette année, c'est très très pauvre. Et je trouve que Kevin Punter, il est moins dedans. Ah, mais ça y est, c'est l'équipe d'Abramovic. Et il est vraiment. Abramovic, on va quand même dire les stats, parce que Il finit quoi 25 27 27 points, 6 sur 8 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 3 sur 4 relancés, 3 rebonds, 3 passes, 25 dévals, plus 3 de plus-minus. Je crois que c'est le seul de son équipe à avoir un plus-minus positif. Donc en plus, il croque pas pour juste faire des stats. Mais Punter, il met 6 points, seulement 6 points. Alors il tire pas de ouf, mais bon, il est à 2 sur 7 au tir. 2 pertes de balles, 3 passes, moins 12 de plus-minus. Voilà, c'est vraiment Ledé et Abramovic qui ont tenu le Partizan, mais sur des exploits individuels. J'avais regardé parce que ça m'avait frappé. Ils font 12 passes décisives pour 11 turnovers. En face, le Barça, ils font 26 passes décisives pour 14 turnovers. 12 passes décisives, c'est ultra faible. C'est ultra faible. Et ça se voyait de toute façon quand tu regardais le match. Bah, ça joue que. Abramovic joue du 1 contre 1, vas-y, tiens. Kevin Punter joue du 1 contre 1, vas-y, tiens. Zach Ledé joue du 1 contre 1, vas-y. Et c'est. Même s'ils font les play-in. Je sais pas, je me dis même s'ils font les play-in et que par miracle sur le play-in ils passent en play-off, ils vont se faire désosser. Ils vont se faire désosser parce que le fond de jeu est trop pauvre. De toute façon, le Maccabi va aller en play-off comme j'ai dit. Mais c'est non, en play-off, en play-in t'as dit. T'as pas dit en play-off. Mais si. Le Maccabi, il va. Ah oui, excuse-moi, je croyais que tu parlais du Partizan. Non, Maccabi. Donc voilà, écoute, le Barça qui est bien. On a une bonne lancée. Qui est sur une bonne lancée. Peut-être qu'ils vont rattraper le Real, on va voir. Il reste 5 matchs, ils ont 3 matchs de retard. On va les rattraper. Je pense que ça va être compliqué. D'autant que le Real a fait une bonne performance, on va en parler. Mais donc voilà. On va pas les rattraper. MVP Rokas Jokubaitis. Oui, on en reparlera. On le dit parce que ça va pas arriver souvent, je pense. Mais voilà. On va en reparler plus tard dans une section. Ok, on passe sur le Real de Madrid du coup. Du coup, le Real qui jouait Bologne, oui. ce qui était lors du match aller une grosse affiche, qui, comme on l'avait dit à l'époque, nous avait pas trop hypé, je sais plus trop pourquoi. Et là, on n'était pas trop hypé non plus. Enfin, c'est pas le match que j'ai regardé en premier. C'était moi devant le match. Non, le match était bien. Par contre, déjà, on va commencer par dire aux commentateurs comment tu peux confondre Ezonia et Abaldé. Mais pendant 2 minutes Mais quel pendant 2 minutes? Il a dit ça pendant quasiment un quart-temps complet. Il disait ah ouais, Ezonia il met dedans là. Ezonia était même pas rentré encore. Et Ezonia c'est le numéro 11. Abaldé, en plus, c'est genre, numéro 6. ça se voit quand même, tu vois. C'est même pas les mêmes têtes et tout, t'abuses. Vraiment, le commentateur. Et même quand il met le tir, pour moi, en fait, tu vois, tu peux confondre. Genre sur par exemple, moi ça m'est arrivé, il y a eu à l'Olympiakos, il y a une situation où genre Moses Wright il a intercepté une balle et au début j'ai cru que c'était Makisic. Il va mettre un double pas et un Tomar et tout. Bon, tu vois sur la course et tout, tu vois le tir du mec, le tir de Zonia, le tir de Abaldé, ils ont pas le même tir. Je reconnais quand même. Mais en plus je sais pas si c'est sur ce match-là, mais je crois il a confondu d'autres joueurs. En tout cas il y a un autre match où genre il y a un commentateur. Kyoza et Marcus Howard. Ouais, non, mais ça, à la limite, je n'en veux pas. Mais en plus, Kyoza, il est même pas rentré sur le truc. Bah non. Des fois, ils confondent les deux. Mais là, il abuse. Il a 3 mais il y a d'autres joueurs. Bref, on va revenir sur le match. Mais... Globalement. Ah oui, c'est ça. Carlos Alocen et Facundo Campazzo. À un moment, il dit Campazzo, il est malin, il passe en dessous. Alors que Campazzo, il est sur le banc. Oh là là, en plus, Campazzo, il a des grandes chaussures fluo. Carlos Alocen, c'est même pas la même taille. Enfin, il n'y a rien qui va. Bref. Mais sur le match. Bref, revenons au match. Ouais, sur le match, j'ai trouvé un Real dominant. En tout cas, j'ai trouvé un Real appliqué qui est bien entré dans sa rencontre. Bien sûr, on va dire merci Gershon et Bouzélé. Ah bah de toute façon, le plan de jeu de Chus Matteo, il était clair. Hein.
attaquer Tourniquet Shengelia. Clairement, Et ça a bien marché. Ça a bien marché. Hein. Gershon fait un énorme match. Il a un gros début de match. Il a détruit. Le Real, je les ai trouvés ça va être mon mot, c'est vraiment la constance. Je trouve qu'ils ont été constants du début à la fin. Ces dernières semaines, ils étaient sur 3 défaites d'affilée. Ouais. Et on me disait, est-ce qu'il y a une crise ou non? Voilà, moi, j'étais pas trop pour dire qu'ils étaient en crise, mais plutôt que oui, les équipes adverses s'étaient un peu plus adaptées. Là, ils sont bien rentrés dans leur match, ils ont eu de l'adresse. Il y a toujours, comment il s'appelle, Sergio Llull, qui a son sport préféré, c'est quand il reste 15 secondes et c'est envoyer la balle dans les airs pour envoyer des filoches. C'est vraiment son sport préféré. Non, mais en sortie de banc, c'était beaucoup, c'était beaucoup mieux que la semaine dernière, ce qu'il avait tenté de faire. Clairement. Il y a toujours Facundo Campazzo qui veut s'embrouiller avec des gens. Ouais, moi c'est ce que j'ai dit, je pense qu'il a des problèmes perso. Parce que bon, ça a toujours été un petit teigneux et tout, mais là, il s'embrouille pour rien. En plus, ils ont coordonné, il le calcule même pas. Vraiment. Et là, il le pousse et tout. Ça va être tranquille, gros. Passe à autre chose. Mais tu vois, on a un Real qui est devant à la mi-temps. Et côté Bologne, en fait, je les ai trouvés, en train de chercher des solutions. Pendant tout le match, ils cherchaient des solutions. Il manquait Daniel Hackett. Exactement. Iffelumberg, je ne l'ai pas trouvé aussi tranchant qu'il a pu l'être sur les dernières semaines. Il fait une bonne rentrée. Même s'il fait une bonne entrée. Mais après, c'est vrai que... Ça a été compliqué. Pour moi, le meilleur joueur là, sur ce match-là, c'était Azea Cordinier. Et pourtant, il fait un début de match difficile en termes d'adresse. Mais après, il a dit, bon, et si je slashais? Et si j'attaquais le cercle? Et si je jouais des pick and roll? Dans les airs après comme ça, sur la finition, là, c'était fort. C'est fort, et c'est dur d'aller chercher parce qu'il est relativement athlétique, et en plus de ça... Relativement, oui, je peux dire, il est athlétique, oui. Et en plus, depuis ces dernières semaines, je trouve que... ça fait un petit moment qu'il le fait, mais tu vois, quand il voit que ça vient fermer, il lâche la balle, il va trouver une passe à l'opposé, etc. dans son jeu. Même s'il a été plus en mode scoreur. Même s'il a été dans le scoring. Mais il prend 8 rebonds, il fait 12 points à 5 sur 8 au tir, 0,3 à 3 points, sachant qu'il commence le match à 1,5 ou 1,6, je crois. C'est ça. Mais vraiment... Et puis le jeu sur pick and roll, moi j'ai trouvé que voilà, on l'a déjà dit, il arrive bien à mettre son défenseur dans le dos, derrière il fait des Eurostep et tout, et comme il va assez haut, il a calé ça à Walter Tavares. C'était propre. Shengelia... En difficulté. Moi, je trouve en difficulté. À mon avis, physiquement, il doit pas être à 100%. Exactement ça que j'allais dire. Physiquement. Et en plus, quand tu te fais impacter par Gershon de l'autre côté du terrain, c'est trop dur. C'est difficile. C'est trop dur. Physiquement, ça se voit qu'il souffrait. Et j'ai trouvé que le Real, de façon globale, physiquement, ils les ont impactés. Derrière, t'as Tavares, t'as Poirier qui a pris la place, qui a fait un bon match, qui a été trouvé par Campazzo. Campazzo, j'ai trouvé, je sais pas combien de pertes de balles il a fait sur ce match-là, mais j'ai pas le sentiment qu'il en ait fait beaucoup de mémoire. Après, jusqu'au 4ème quart-temps, il est pas du tout dans le match. Il envoie des airballs, des briques, etc. Sur le tir extérieur, oui. Il fait 2 pertes de balles. Voilà. Donc, je trouve que ça va. Il fait 0,4 à 3 points en fait. Je trouve que ça va parce que ces derniers temps, il faisait des 5-6 paires de balles et c'était vraiment pas possible. Mais surtout quand ça a compté, il a montré son meilleur visage. Il joue 4 actions, il joue des pick and roll, il va finir 2 fois. Une fois où il split, j'ai enregistré donc je vous mets les actions. Une fois où il split, une fois où il joue bien le pick and roll, il change de direction, il snake de pick and roll, il va finir. Et après, il trouve 2 passes décisives, une pour Poirier, je crois, et une pour je sais plus qui. Mais donc voilà, il a fini le match. C'est vrai que le Bologne revenait dans le match à la fin. Et puis, le Real s'est extirpé de ces bourbiers aussi par des gros tirs d'exploits individuels, 2 de Hezonja et 2 de... je sais plus qui met des gros tirs aussi. Gershon. Oui, Gershon, voilà, et 2 gros tirs de Gershon. C'est pas non plus ce qui te rassure en tant que coach quand tu dois compter sur ces tirs-là. Maintenant, ils les mettent. Le Real les a mis pendant une grande partie de la saison, au moins sur les derniers temps. Et donc voilà, ça leur a permis aussi de s'extirper de ce truc-là. Mais je préfère, tu vois, en tant que coach, tu préfères voir Facundo Campazzo maîtriser les pick and roll, avoir des lay-ups, avoir des alley-oops, avoir des tirs faciles, plutôt que Hezonja qui prend des tirs en déséquilibre. Ça rentre, c'est très bien, mais tu te dis, sur le long terme, c'est pas sur quoi tu peux t'appuyer. Après, en tout cas, sur le match, mon MVP, c'est Gershon. Et c'est un match qu'ils ont maîtrisé plutôt dans l'ensemble. Moi, j'hésitais entre Gershon et Vincent Poirier, parce que le 4ème carton de Vincent Poirier, c'est monstrueux. Sauf qu'il fait qu'un carton. Ouais, mais après, il joue 14 minutes. Oui. Gershon, il joue 25 minutes. Hein. Il fait 14 minutes. Non, mais après, moi, ça me dérange. Moi, j'ai mis MVP, j'ai mis la raquette française. Okay. J'ai mis la raquette française parce que Gershon, il met quand même 14 points en 14 minutes, 5 sur 6 au tir. Bon, normal, hein, il met beaucoup de dunks. 4 sur 4 au lancer, 8 rebonds en 14 minutes. Hein. Une passe, 24 dévals en 14 minutes, plus 7 de plus-minus. À côté de ça, Gershon fait 15 points, 3 sur 4 au tir à 2 points, 3 sur 3 à 3 points
dont des gros tirs qui ont fait du bien à la fin du match. 7 rebonds, une passe, 2 interceptions, 23 déval. Donc en termes déval, il est en dessous de Vincent Poirier et 18 de plus-minus. Donc comme tu as dit, la seule différence, c'est que Gershon il était présent tout le long du match, notamment au début, en impactant Tornike Shengelia. Alors que Vincent Poirier a surtout été présent dans la fin du match. Mais bon, c'est les deux sont pas scandaleux si on est même MVP. T'as mis le chrono ? Ouais. Carré. Ok, on enchaîne sur la troisième grosse rencontre. Chiche, Maccabi étoile rouge. Bien sûr, je mens, ça va pas bête. Fener Valence. Je mens encore une fois. Olympiakos, Panathinaikos, le derby grec. Et là, franchement, on en a eu pour notre argent. Enfin, mon argent, parce que toi, tu vas pas au Final Four. Et que tu payes pas l'abonnement Squeak, donc en fait, c'est toujours mon argent. Qu'est-ce que j'ai noté ? Quelle régalade, sérieux. Ah non, franchement, quel plaisir. C'était du très très haut niveau. Quel plaisir. Et pourtant, c'était pas un match hyper offensif. Non, mais les rotations, l'intensité défensive. Ça, c'est le basket qu'on aime. Exactement, c'est le basket qu'on aime. Ça défend très 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 fort, surtout sur le début de match, c'est dans mes souvenirs. 17-7. Je regarde. Ouais, 17-7. Fin du premier Olympiakos qui met que 7 points au premier quart-temps. Ensuite, qui reviennent fort, qui gagnent le deuxième quart-temps 26-16. Donc il y a égalité à la mi-temps. Qu'est-ce que tu as pensé de la première mi-temps ? Je respirais pas déjà. Il faut savoir que voilà, j'étais dans mon canapé ou sur ma chaise. La défense du Pana, là, elle était étouffante. Étouffante, c'est impressionnant. Les rotations défensives, elles étaient au point. Ça mettait la pression sur le porteur de balle. Le porteur de balle, il lâche la balle. Je dis, ah, c'est bon, je suis un peu tranquille. Que nenni. Derrière, ça venait te trapper. Non, franchement, on a vu du grand basket. Forcément, oui, le basket est un sport d'attaque. Mais quand défensivement, on voit ça, c'était assez impressionnant. Mais moi, il y a un joueur sur tout l'ensemble du match qui aura été mon fil conducteur côté Olympiakos, surtout dans le troisième, mais sur tout le match. Enfin, Moses Wright, ça fait déjà quelques semaines qu'on en parle. Quand c'est ton troisième pivot, je sais pas, c'est hein. intéressant quand même, parce que t'as Milutinov, t'as Moustapha Fall, soit dit en passant, puis tu dis bon, Milutinov ne joue pas, Moustapha Fall, il est présent, et t'as Moses Wright qui te sort une performance comme ça, c'est impressionnant. J'ai pas les stats sous les yeux de, je vais te les donner tout de suite. Moses Wright, il fait 19 points, 9 sur 9 au tir, 1 sur 3 au lancer, 3 rebonds, une passe, une interception, 22 déval, plus 8 de plus-minus. En 15 minutes. Hein. C'était assez impressionnant. En plus, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 matchs. Il y a eu la première mi-temps, tournée vraiment défensivement, et les 2 équipes se rendent coup pour coup. Et la deuxième mi-temps, où il y a toujours de la défense, hein, mais on est vraiment aussi sur le côté offensif, ouais, où là, on commence à mettre des tirs. Mais quand je dis on met des tirs, c'est pas juste on met un tir, on passe à autre chose. Ils se rendent des coups pour coup. Il y a une pluie à un moment qui tombe. Ah ouais, non mais en fait, donc, pour refaire sur le fil conducteur du match, on a dit gros premier carton du Pana. Ouais. Début deuxième quart, ça change. C'est l'Olympiakos qui intercepte beaucoup de balles par l'intermédiaire aussi de Moses Wright. Mais le Pana perd, presque comme l'Asvel, genre 3-4 ballons d'affilée et donne des lay-ups. Donc l'Olympiakos revient comme ça. Et sur la fin du carton, ça s'envoie des gros tirs. Je sais plus si c'est Nunn ou Grigoni, je sais plus qui met des tirs à droite à gauche, mais les 2 équipes mettent des tirs, donc 33 partout. L'Olympiakos qui cale quand même un 11-0 du coup sur la fin deuxième et début troisième. Ouais. Donc il commence avec le troisième carton sur un 8-0. Et avec le réveil d'un de leurs meilleurs joueurs sur la saison, de Alec Peters, qui est fantomatique en première mi-temps. Là, les tirs qu'il met. et qui trouve de l'adresse sur la deuxième mi-temps. Et ça lance le match. Ça lance le match parce qu'en face, t'as Kendrick Nunn qui lui répond. Kendrick Nunn qui met une grosse action à 4 points là. Fin troisième quart-temps pour approcher. Il met 9 points d'affilée. Après, il met des pull-ups, des trucs. Non, Kendrick Nunn, c'est costaud. Moi, j'ai trouvé, je sais pas ce que t'en as pensé, ils s'en sortent, ils gagnent. J'ai trouvé les arbitres assez durs avec l'Olympiakos. Il y a plusieurs situations où tu as Nigel Williams-Goss qui défend bien, il a contact au torse et tout. Et encore une fois, parce que les mecs ils se jettent en arrière, parce que si ça, on siffle des fautes. J'ai trouvé Nigel Williams-Goss, vraiment, il a pas eu le droit de défendre sur ce match-là, alors qu'il prend 2 fautes qui sont vraiment inexistantes. Comme parfois j'ai vu les arbitres ne pas siffler, Manchester City, à un moment il y a une faute où le joueur, Moses Wright lui saute dessus, il retombe dessus. Non, pour moi c'est pas ça. Pour moi, Moses Wright il saute dans son cylindre et Mathias Lessard il va mettre des coups de tête dans les testicules de Moses Wright. Il avance parce qu'il veut monter, mais à partir du moment où tu as quitté, si tu es dans ton cylindre, non, ça marche pas comme ça. Si tu es dans ton cylindre, je suis pas d'accord. Mais bien sûr que si. Mais je suis pas. À partir du moment, en fait, la défense, elle est au sol. Non. À partir du moment mais je vous ai sorti la règle, Brad. À partir du moment où tu sors, mais
tu sors de ton short, entre guillemets. On a déjà eu le débat, j'ai déjà mis sur Instagram. Il est pas en train de sauter droit comme ça. Je vais vous mettre la vidéo, je vais vous la retrouver. Il saute droit. Il saute droit. Il retombe sur Mathias Le Sort, il met des coups de tête dans les testicules. On est où là? Pas d'accord. On est où? Pas d'accord. Moi, je trouve que Mathias Le Sort, et le commentateur était d'accord avec ça, c'est la première fois qu'il se fait autant dominer oui, je suis d'accord. dans un match-up. J'allais en parler. Mathias Le Sort était en grande galère. Il a pris un poster. Il a pris un poster, je l'ai enregistré, speech. je vous le mets, de pied de main. Mais Mathias Le Sort, pour moi, sur ce match-là, il s'est perdu dans un combat avec les arbitres. Ah ouais, je me fais casser. Mais il se fait casser la gueule, c'est vrai. Mais lui aussi, il casse. Attends, Mathias Le Sort, tu vois comment il défend? Bien sûr que lui aussi. Il y a plein de fois, il prend pas de faute alors qu'il en fait. Hein. Les écrans qu'il pose, quand il va, parce que Mathias Le Sort, t'as vu, il va tout le temps chercher la balle. Oui. Ouais, il met les mains. Je suis désolé, sur ce match-là, il a été quand même gentiment arbitré. Et il a eu des fautes où des fois Moses Wright ne fait pas de fautes et on lui a donné des lancers francs. C'est vrai. Donc, et quand il doit avoir des fautes, il les a pas. Donc au bout d'un moment, il faut. Je mettrai l'action. Ouais. Je mets l'action. Je mettrai sur Instagram, sur TikTok. On va encore demander aux arbitres. Est-ce qu'il y a faute? Brad, on en a déjà parlé en début de saison. Le cylindre, c'est le prolongement vertical de ton corps. Mais je suis d'accord. Donc à partir du moment où tu sautes droit, alors ça veut dire que pour toi il saute pas droit. Mais il saute pas droit. Il retombe dessus. Ok, je vais mettre la vidéo. Non, attends, on va voir. Pour moi, il saute droit. Je mets ce truc là maintenant, on va voir. Et Mathias Le Sort met un coup de tête dans ses couilles, c'est tout. Bref, voilà, Kendrick Nunn qui fait un gros match, qui fait quand même 7 pertes de balles. Oui, surtout, il en fait beaucoup dans le 4ème quart. Donc ça fait mal. Mais c'était un match, on s'est régalé. Franchement, c'était un vrai beau match, défensif, tactique, avec justement, en fait, ce qui rend le truc encore plus beau, c'est que quand les mecs qui finissent par mettre des tirs, et que tu vois l'intensité défensive, les tirs ils sont encore plus, même en tant que spectateur, jouissifs entre guillemets, c'est tu dis ah putain. Il a défendu, mais il était plus fort. L'attaque c'est bien démené, il y a des bonnes rotations et tout, mais ça a été plus fort. Donc c'est exactement ça. Grosse victoire de l'Olympiakos. Complètement. On fera toujours le point de classement à la fin du Daily Review, mais en tout cas qui fait une très très belle opération. C'est toujours le bordel au classement. Toujours le bordel au classement. Aujourd'hui t'es en play-off, après demain t'es en play-in. Hein. Voilà. Je pense que Milutinov, parce qu'il s'était fait la cheville, c'était il y a bien un mois de ça, donc je pense qu'il devrait pas tarder à revenir. J'ai pas regardé. Raquette de l'Olympiakos, relou hein. Parce qu'avec Peters, Petrousev et Sigma sur les postes 4. Très 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 relou. Donc non voilà, je voulais juste dire aussi, c'est vrai que on l'a pas dit, mais on a parlé de la défense de Williams Goss, mais même en attaque, il a apporté, je trouve, même s'il n'a pas une grosse adresse, il a mis des tirs quand il fallait, il tient bien sa balle, il met en place, et c'est un vrai bon meneur, et moi ça me fait plaisir de le voir jouer comme ça, surtout on l'avait dit, il avait fait un très très gros début de saison. Donc voilà, Walkup et Canaan un peu moins en vue, mais alors, moins en vue offensivement. Offensivement, ouais. Ah, parce que défensivement, Walkup il fait 4 interceptions, 6 passes quand même. Walkup, tu respirais pas. Hein. Ouais. Et Canaan par contre qui se trouve un peu, qui fait 1-9 au tir, comme quoi, même en Euroleague, ça arrive. On enchaîne sur... Je vais parler de ton week-end là. Moi j'ai fait 2-14 gros. C'est bien. C'est bien 2-14. C'est bien 2-14. Mais j'ai fait 6 passes et 6 rebonds. Et t'étais dans l'énergie de toute façon. En plus, il y avait mes étudiants qui sont venus me voir. Enfin, un de mes étudiants, ça disait... je sais plus ce qu'ils disaient, parce que tu sais, c'était dans le 7-8. Ouais. Et là-bas, ils ont des fourches et tout. Andrézy, là, quand ils disent Ozan, t'es chaud. Je pense que ça veut dire t'es nul ou un truc comme ça. J'ai envoyé des airballs et tout. Bref. Revenons sur le vrai basketball. Bah non, on a fini le vrai basketball, parce que là, les matchs qui restent, du coup, c'est pas vraiment intéressant. On va dire 2 phrases, soyez pas bêtes. On fait Fener-Valence. Allez, en 2 phrases, Fener-Valence. Samet. Va te faire foutre. Arrête de m'envoyer des messages. Oui, il faudra parler du Fener. Si tu me dis ça, je sais très bien que le Fener, ils ont gagné. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir le match, je veux voir le Fener être dans l'énergie, me dire ah ouais, putain, c'est fort. Alors calme-toi. D'être dans l'énergie, ils ont cassé la gueule de Valence. Quand je vous ai dit la semaine dernière, vous m'écoutez pas depuis le début de saison, c'est ça votre problème. Depuis le début de saison, je vous dis Valence, j'ai trop du mal avec cette équipe. C'est une semaine, ils jouent bien et ils vont proposer des choses. La semaine d'après, ils vont être nuls, je comprends pas, je sais pas pourquoi je suis devant. Attends. Valence fait pas un mauvais match, hein. Valence fait pas un mauvais match. Ils sont pas bons. Mais est-ce que tu peux donner le pourcentage à 3 points? Ou tu veux que je le donne le pourcentage à 3 points? Moi, je me suis arrêté à 17 sur 28. Ok, tu veux que je te dise le pourcentage à 3 points? 24 sur 38 à 3 points sur le match, 63%. 24 tirs à 3 points, je me demande si c'est pas la plus grosse marque de la saison. Ça va. Ils ont une équipe à droite. Tu ne peux pas gagner. Ils mettent 118 points.
Sans prolongation. Oui, bah donc. Tu ne peux pas gagner contre une équipe. Valence n'a pas les armes offensives pour rivaliser avec ça. Ils avaient qu'à tenir Tyler Dorsey, qu'est-ce que je te dise? Mais il n'y a pas que Tyler Dorsey. Wilbekin, il rentre. Wilbekin, 6 sur 10 à 3 points. Nigel Ezevis, 4 sur 7 à 3 points. Biberovic, 2-4. Aminoa, 1-2. Guduric, 2-3. Tyler Dorsey, 8 sur 9. Mais c'est. On peut pas tenir Tyler Dorsey. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Non, mais gros, 63% sur 38 tirs, c'est abusé. Moi, je l'ai noté, j'ai dit, bon, là, j'ai vu l'adresse, Valence ne peut que se faire casser. Mais le Fener, moi, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu tout le match. Mais le Fener, on dit, ouais, tu peux pas te reposer sur l'adresse, etc. Ça fait quand même plusieurs matchs pendant la saison où ils passent les 100 points, les 110 points sur de l'adresse. Ça va clairement être leur force. Je pense que Jasikevičius leur donne carte blanche. T'as Tyler Dorsey qui est dans une grosse dynamique sur la fin de saison. Attention au Fener sur les playoffs. Ah, tu penses que le Fener est pas à prendre au sérieux sur les playoffs? Parce que je pense que sur les match-ups défensifs qui vont être proposés en playoffs, au vu de qui tu joues, ça va dépendre de qui tu joues, tu vois. On fera le point classement, mais au vu de qui tu joues, et là, si je m'arrête au classement actuel, par rapport, ils sont là, ils sont 6e. Tu joues le 3e. Ouais. Donc Monaco. Ouais. Non, mais Monaco pour moi est favori. Sur 3 matchs, c'est pour gagner 3 matchs. Enfin, je parle du Fener, c'est pas Berlin. Hein. Non, mais voilà. J'abuse pas non plus. Mais pour moi, l'adresse c'est fluctuant. Ça veut dire parce que tu vois, si par exemple, on parle de Baskonia qui est 8e. Si Baskonia arrive à faire les playoffs, moi je donne pas cher de leur peau sur une série de playoffs face au top 4. Alors que le Fener, tu joues à Gaston Médecin. Oui. Le Fener a une adresse comme ça, même si, allez, 63% c'est vraiment un truc de ouf, mais une adresse à 50% à 3 points sur 15 tirs, faut le prendre le match. Faut le prendre. Parce que eux, ils vont pas le gagner par la défense, clairement. Mais du coup, merci. D'accord. Mais est-ce que Monaco a fait beaucoup de matchs à plus de 100 points? Non, mais déjà, qui va tenir Mike James, déjà? Mais d'accord, qui va tenir l'adresse à 3? En fait, on comprend, leur principe de jeu ne va pas être défensif. Leur principe de jeu va être offensif. Le problème, c'est qu'avec l'adresse qu'ils ont sur les derniers matchs, sur la deuxième partie de saison, je crois pas que ça va... Je ne pense pas non plus que ça soit un fond de jeu potable, pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que ils l'ont fait sur plusieurs matchs. Bien sûr, mais ils ont des joueurs, ils ont l'équipe. Ils ont gagné sur plusieurs matchs sur ça. On a aussi vu Tyler Dorsey être capable d'envoyer des 0 sur 65 et à continuer de tirer. Scottie Wilbekin qui est constant. Ce qu'on a vu sur le début de saison. Mais depuis... qu'il a été sur le banc s'asseoir. Après Jasikevičius et même un petit peu avant les 2-3 derniers matchs de Itoudis, on l'avait dit, Wilbekin avait trouvé de l'alternance, il arrivait à aller vers l'intérieur, mettre des petits flotteurs. On s'appuyait plus sur Papagiannis, on s'appuyait plus sur Motley, qui là sont moins en vue. Mais ils ont des armes aussi pour faire de l'alternance. Moi, pour moi, c'est une équipe. Maintenant, le truc, c'est comment ils vont jouer. S'ils mettent pas dedans, est-ce qu'ils vont être assez malins pour ne pas s'entêter sur ce truc-là? À chaque fois que ça a été le cas, ils n'ont pas été assez malins. Donc moi, non, c'est pas vrai. Sur la deuxième partie de saison, c'est pas le cas. Moi, j'attends de voir. Première partie de saison, je suis d'accord avec toi. Mais deuxième partie de saison, ils se sont beaucoup appuyés. Jonathan Motley a fait des gros matchs. Papagiannis a fait des gros matchs. Motley, il a fait des matchs à plus de 20 points, plus de 20 dévals. Hein. Oui. Donc voilà. Et donc. Fautman, t'inquiète. Ouais, Fautman, écoute. On verra bien. Moi, j'attends les playoffs et de voir qui vont jouer. Le match-up va être. C'est ce qui fera la différence. Parce que si, je dis une bêtise. Ah, s'ils sortent du play-in et qu'ils se tapent le Real et le Barça, oui, pour moi. Quoique, ils tapent 2 fois le Real cette saison. Ils tapent 2 fois le Real, c'est les premiers à les battre à l'aller, et là, ils ont tapé le Real la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, oui. Ah oui, c'est quoi? C'est la première défaite, là. Première défaite du Real. Ouais, c'est vrai. Donc, ils tapent 2 fois le Real cette saison. Donc, s'ils finissent 8ème, la série, elle va être intéressante. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'ils vont jouer contre le Pana. Et tu vois, contre le Real, défensivement, ils font un très très gros match. Surtout sur le Real a été fatigué. Ouais, d'accord. Moi, je veux qu'ils jouent contre le Pana. Je veux un Fener Pana. Écoute, on verra parce que c'est très serré. On va parler du classement à la fin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match? Maccabi Étoile Rouge, j'ai pas regardé. Maccabi qui gagne par Josh Nebo, apparemment, qui fait un gros match. Moi, je peux dire 2 phrases. Vas-y, dis 2 phrases. Maccabi, j'ai regardé, qui gagne grâce à Josh Nebo, qui fait un gros match. Non, mais blague à part, pour le coup, en plus, c'est vraiment un gros match. C'est un match qui est plutôt serré. Et après, Lorenzo Brown et Baldwin, j'allais venir. toujours dans le trou. Hein. Lorenzo Brown, il est dans un trou, mon pote. Waouh, je le reconnais pas. Lui qui est fort scoreur, fort créateur, etc. Il est dans une galère. Bud Nicholson qui a fait un match sérieux aussi. Hein. Et Bud Nicholson, j'ai mis Nibo ou Bud Nicholson en MVP. Mais en fait, c'est parce que sur la fin de match, l'Étoile Rouge, ils ont vraiment déjoué totalement, alors qu'ils étaient pourtant dans le match. Ils font des pertes de balles qui servent à rien. Adam Manga qui cherche à prendre un tir à la fin de match.
un tir de criminel, alors que lui, là, tu n'es pas ce mec-là. Laisse ça. Faut laisser ça. Donc, Je suis pas d'accord, hein, des fois, la manga, il a mis T'as des pas vu gros le tir, tu peux pas Non, parler. j'ai pas vu le Donc, tir. quand tu verras le tir qu'il a pris, tu pourras dire oui, d'accord, je comprends. Vraiment, il a pris un tir de criminel, mais Maccabi était plus fort. Ils ont fait des big plays à la fin, Colson, voilà, Nibo, et victoire 84-80. Ok, très bien. On n'a pas parlé de Baskonia-Milan, qui était un match quand même... Attends, parlons de Kaunas Bayern. Ah, ouais. Alors, Kaunas Bayern, soyez pas bêtes, on a regardé, mais on a souffert. On a vraiment. L'animal a vraiment souffert. Et vraiment, on a souffert. Et moi, Putain, pour moi, c'est le pire match de la saison. Non, vraiment, c'est le pire match de la saison. Purge. Une purge. Oh là là. Victoire du Bayern, parce que vas-y, Kaunas s'est réveillé un peu trop à la fin avec Keenan Evans, mais c'était trop difficile. Moi, j'ai pas regardé la fin. Dites-vous que dans le troisième quart, il y avait 50-37. C'était trop. Les Kaunas, il y avait rien pour eux. 50-37, en mode c'est un match de quoi là? Vraiment, Kaunas. Même en R2, ça joue mieux. Ouais, c'est bon, Devin Booker MVP du match. Parce que Devin Booker, il a porté le Bayern. Mais voilà. Carson ça fait un beau match aussi. Ouais. Sylvain en dedans. En dedans, Keenan Evans, comme je dis, c'est arrivé sur la fin côté Kaunas. Libérer cet homme, ça y est, c'est bon. Kaunas, on vous aime bien, les Cavicius, Butkevicius, Brady Manek, tout ça, c'est bien, voilà, on rigole bien, vous êtes à la Après, droite. Keenan Evans, de ce que j'ai regardé un petit peu, il met, mais c'est vraiment À la fin. hero ball, quoi. Oui, c'est à la fin. Ouais, mais bon, c'est... C'est la dernière minute, genre, dernière minute, 1 minute 30, c'était trop tard. Mais libérer cet homme aussi de Kaunas, ça y est, merci. Du coup, il nous reste Milan. que Milan Baskonia. Hein, Berlin. Non, je rigole. Ouais. Le match était nul. Non, le match était pas nul. Vas-y. Dis la vérité, le match était nul. Attends, je retrouve le truc. Voilà. Ouais, voilà. Hormis franchement, le premier carton, c'était plutôt sympa à regarder des deux côtés. Shavon Shields dans la lignée de ces dernières semaines qui continue à mettre dedans, vraiment. Mais après, moi, sincèrement, sur le match, je me suis un peu ennuyé. En fait, le truc, c'est que Milan, c'est trop moche offensivement. C'est trop moche. C'est chacun son tour chez Von Shields. Ah, vas-y, je prends un pic, je repique. Ah, vas-y. Bon, après, c'est un fort joueur, hein, tu vois. Ah, Shabazz Napier. Ah, vas-y, je prends des pics, je repique. Mirotic. Ah, dès que j'ai la balle, je tire à 3 points, 8 mètres. Bon, pareil, c'est des forts joueurs, mais bon, tu peux pas gagner comme ça. Et surtout qu'à ça gueule par Moneke. Moneke, il aura tout fait. Rebond, Moneke, passe, il aura tout fait. Il aura tout fait. C'est bon, d'un moment. Et puis, le troisième carton de Shima Moneke, Incroyable. il fait ses petits step back. Incroyable. Et bon, quand même, on va donner ses stats rapidement. 19 points, 2 sur 4 à 2 points, 3 sur 4 à 3 points, 6 sur 6 au lancer, 6 rebonds, 2 passes, une interception, 4 fautes provoquées, 27 dévals. Très sérieux. Marcus Howard qui met quand même 26 points. Oui. On va le dire, hein, quand même, 26 points. J'allais dire. Donc voilà, c'est le duo qui a tenu. Marcus Howard, toujours. Le mec, il doute pas. Hein. Jamais. Parce qu'il rate au début, il rate beaucoup. Il va continuer à tirer et au final il termine avec des pourcentages honorables, 4 sur 10 à 3 points, 5 sur 7 à 2 points. Il fait même une passe. Donc, Comme quoi. comme quoi. Non, mais en plus, je crois que je vois l'action où il fait la passe, il drive, il est juste sous le cercle, il lâche la balle pour. Je crois que c'est Dekarkis. Non, bah voilà, écoute, Baskonia qui reste dans le wagon. Milan qui perd un match. Crucial. Qui perd un match très important pour eux. Donc on a fini, on y va sur le classement. Let's go. C'est toujours ultra serré. Ultra serré. Le play-in, la dernière équipe du play-in, c'est le Partizan qui a 13-16. Et après, il y a 3 matchs d'écart avec le Maccabi. Donc on peut dire que, à mon avis, Maccabi ne sortira pas du play-in. Mais en fait, ça va être la lutte pour la 10e place. C'est ça. Pour rentrer dans le play-in. Et donc, tu as Partizan à 13-16, Valence à 13-16, Bayern à 13-16. Mine de rien, que le Bayern, avec cette victoire, se rapproche. Milan à 12-17, Efes à 12-17, donc ils sont à 1 match, et Kaunas à 11-18, 2 matchs, sachant qu'il reste 5 matchs. C'est très chaud, c'est très très chaud. J'arrive pas à voir... Milan avait quand même une bonne dynamique parce qu'ils étaient sur 3 victoires d'affilée, ils sont au complet. Là, ils prennent un petit coup d'arrêt à Baskonia. Partizan, il passe 10e, mais encore en perdant, quoi. C'est parce que Valence mange 30 points et que du coup, au goal average, il passe devant, mais c'est vraiment. J'arrive pas à savoir. Les Fesses, ils sont à un match aussi. Pour moi, il n'y a aucune équipe, peu importe l'équipe qui va, ils ne méritent pas d'aller en playoff de toute façon. Donc qu'ils se fassent casser le cul en play-in. La semaine prochaine, il y a quoi comme match? Il y a quoi? Bayern-Valence. Je vais pas regarder. Non, mais c'est un match qui va être important. Qui va compter, mais un match Partizan, il joue qui? Partizan, il joue Baskonia. Ah, mais ça, par contre, ça va. Pour le Partizan, c'est à Belgrade? Oui. Il faut le prendre parce que Bayern-Valence, t'as forcément un qui va prendre le match. Donc si tu perds, tu sors du play-in. Baskonia, il faut. Bon, Baskonia, ils sont plus ou moins tranquilles, je pense, ils vont être dans le play-in.
Mais tu peux essayer de sortir du play-in, parce qu'au-dessus, il n'y a pas beaucoup d'avance. Donc du coup, on a dit Baskonia et Maccabi qui sont à 16-13, 8 et 9. Bologne, putain, pauvre Bologne, hein, ils sont à 17-12, donc ils sont dans le play-in, ils sont 7e. Derrière, tu as 3 équipes, donc 4, 5, 6, à 18-11, donc à un match de Bologne et à seulement 2 matchs du 9e. Pana, Olympiakos, Fener. Donc Olympiakos qui a fait une grosse opération en battant le Pana. Ils n'ont pas le goal average, donc ils sont 5e. Mais ça, on ne sait pas, en fait, les match-ups jusqu'à la dernière journée, on ne sait pas. Et Monaco, du coup, qui est seul 3e à 19-10. Barcelone, seul 2e à 29. Et Real, seul 1er à 23-6. Ça va être chaud jusqu'à la fin de saison. L'Asvel qui est une équipe de basket. Donc voilà sur le Daily Review. On enchaîne sur les tops et les flops. C'est parti pour les tops et les flops. Alors mon petit pote, quels sont tes tops, quels sont tes flops? Alors mon top c'est Stark. Parce que Stark, là, il t'a pas attaqué pour l'instant. Voilà, il a 2 ans. Il a 2 ans, joyeux anniversaire mon bébé, on t'aime. Et il m'a pas attaqué. Voilà, donc c'est lui mon MVP. Voilà. Et après, plus sérieusement, j'ai les clubs français. Encore une double victoire. Donc ça fait plaisir. Je trouve que l'Asvel joue mieux. Il y a plus de confiance, même s'ils ont fait un petit caca quand même contre les fesses à un moment. Mais ils ont pris le match. Je pense qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois, ils l'auraient perdu. Donc ça, c'est vraiment un point positif. J'ai mis aussi Monaco. Donc un club français, double victoire, parce que ils sont sur 8 victoires d'affilée. Et à un moment, on se posait la question à savoir, ils en sont où, qu'est-ce qu'ils proposent, un jour c'est oui, un jour c'est non. On a fait quelques doutes. Et là, 8 victoires d'affilée, il faut le faire. Je crois que c'est la meilleure série à l'heure actuelle de l'Euroleague. T'as le Real qui a fait 12 d'affilée en début de saison. Vous voyez? Ah, à l'heure actuelle? Non, mais je pensais que tu parlais sur la saison. J'ai bien précisé à l'heure actuelle. Oui, oui, c'est la meilleure série. L'écoute active, il n'est pas dedans, lui. Non, mais je veux dire, cette information n'est pas intéressante, quoi. On sait que c'est la meilleure série à l'heure actuelle de l'Euroleague. D'accord. Et qui gagne des matchs, qui a fait une série là, de victoires, à part eux? Du coup, c'est mon top. Non, mais d'accord. Mais ce mec, on peut plus parler, le mec est fou, genre. Bref. Donc du coup, c'est la meilleure série à l'heure actuelle. C'est un bon point à l'aube des playoffs. Avoir cette confiance, avoir cette bonne dynamique. Donc voilà, pour l'instant, j'ai ces tops-là, j'en ai d'autres, mais... Ok, moi j'ai mis l'adresse du Fener, on en a déjà parlé. 24 sur 38, moi j'ai rarement vu ça. Ouais. Et d'accord, j'ai pas regardé le match en entier. Ouais. Ils ont des shooters dans tous les sens. Tout le monde peut shooter, sauf Jonathan Motley à la limite qui peut pas shooter à 3 points, mais sinon tous leurs joueurs peuvent shooter à 3 points. Papagiannis, Sertak Sanli, Ace Davis, Amin Noah, et sans parler des postes 1-2 qui shootent. Ah si, alors meneur qui peut pas trop shooter Calates, mais bon, il peut toujours t'en mettre un ou deux. Donc c'est leur adresse vraiment c'est exceptionnel. J'attends de voir sur des joutes de playoffs ce que ça va donner. Et mon deuxième top, c'est l'Olympiakos. Et vous l'avez entendu ici en premier. L'Olympiakos sera finaliste de l'Euroleague. Moi, je mise sur l'Olympiakos parce qu'ils sont au complet. S'il n'y a pas de blessure, ils sont au complet. Ils ont un fond de jeu qui est, pour moi, le fond de jeu offensif est le meilleur de l'Euroleague. Ça joue très très bien. Ça joue très très bien, la balle tourne, ils ont des extérieurs qui sont capables de scorer, ils ont des intérieurs qui sont capables de scorer, mais aussi de faire jouer les autres. Ils ont une rotation, ils ont un line-up exceptionnel, ils sont très très profonds, ils ont 10-12 joueurs qui peuvent jouer sérieusement. Là encore, tu as Brazdekis qui joue très peu, tu as Sigma qui joue pas, ils n'ont pas Milutinov. C'est une grosse équipe qui est capable de défendre très très fort aussi, avec Mousfal en tour de contrôle. Pour moi, mais je dis bien pour moi, l'année dernière, ils ont perdu de peu le titre. Ils ont commencé, c'était un peu compliqué en début de saison. On a dit, la perte de Sloukas, de Vezenkov. C'est vrai que c'est des grosses pertes, mais là, quand tu vois le fond de jeu qu'ils ont, le collectif et l'intensité défensive qu'ils sont capables de mettre, je les vois pas. Et là, ils ont tapé le Pana qui était quand même sur une grosse dynamique aussi. S'ils arrivent à avoir l'avantage du terrain en plus, ça va être chaud à prendre en play-off. Mais même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, pour moi, je les vois, j'allais dire Final Four, mais c'est pas vraiment un hot take, donc je vais dire finale. Pour moi, l'Olympiakos, sur la dynamique de la fin de saison, finale. Après, finale, c'est chaud, hein, parce que ça veut dire qu'il faut sortir soit Monaco, soit le Barça, soit le Real. Mais je me mouille. Olympiakos en finale, j'y serai, et en tout cas j'espère qu'ils y seront parce que comme ça il y aura au moins de l'ambiance avec les fans grecs, parce que si c'est que des fans espagnols, ça y est. Ou les fans de Monaco, ça y est. Voilà, c'est mes deux tops. Ok, moi j'ai rajouté Rokas Jokubaitis
pour le match qu'il a proposé cette semaine. Ouais, c'est vrai. Il a apporté, il a été efficace, il a su gérer la seconde unit, qui a permis au Barça avant de se révolter et après d'enchaîner. Donc c'est pas toutes les semaines qu'on le met en top. Ce sera la seule semaine. Hein. Et là il mérite un petit peu ses... Enfin non, ce sera pas forcément la seule semaine où on le met en top, mais c'est la seule semaine où il sera MVP du match, je pense. Ouais, voilà. Il mérite ses flowers. Voilà. Et en dernier, j'ai mis Moses Wright, bien sûr, faut pas être bête, parce que ce qu'il a fait, ce qu'il a proposé, de l'Olympiakos, ce qu'il a proposé, c'était impressionnant. Tant dans son activité, dans son côté athlétique et dans sa verticalité. Sa verticalité, mais surtout on va pas l'oublier, Ozan l'a dit tout à l'heure, c'est le troisième pivot de l'équipe. Hein. Donc c'est pour vous montrer à quel point la profondeur d'effectifs est assez impressionnante côté Olympiakos. Ok, on passe sur les flops. Yes. Alors, j'ai mis la fin de match de l'Asvel, la gestion des fins de match de l'Asvel. Je voulais le mettre, mais vas-y, comme ils ont gagné. Ouais, mais même leur gestion elle est catastrophique. Sur plus 18, ils se font peur à revenir à moins 1. 4 pertes de balles sur remise en jeu, on n'a jamais vu ça. Vraiment, franchement, à ce niveau-là, on n'a jamais vu ça. Un caca. Et c'est fou de voir un match aussi maîtrisé et de se dire, putain, les mecs, il y a un switch et ils n'arrivent plus à jouer. Quoi. C'est dramatique. Un peu comme Berlin, tu vois, dans le sens où ils sont capables de tenir un petit peu et un coup de lâcher. Sauf que là, ils lâchent toujours dans les moments. Et puis, genre, quand t'es à plus 18, à la fin, tu vois, c'est différent de tenir un carton et de lâcher après sur le reste du match sur la durée parce que t'as pas l'équipe. Quand tu sur 3 cartons et demi, tu domines et qu'à la fin, tu fais caca culotte, c'est quand même. Et franchement, c'est un flop qui est valable sur la saison. Parce que s'ils sont capables de faire ça, ils font pas la même saison. Ils sont en lutte pour le play-in, s'ils gèrent leur fin de match correctement. Parce que le nombre de matchs qu'ils perdent de moins de 5 points. J'ai le match Maccabi, Bayern, avec la polémique sur le truc. Real qui perd de peu. Non, franchement, voilà. Donc, c'est mon premier flop. T'as mis quoi, toi ? Moi, mes 2 flops, j'en ai 2. Valence Partizan. Ouais, Partizan, j'ai pas mis, mais je peux tout à fait comprendre, on l'a dit. Hein. Franchement. On dirait qu'ils veulent pas y aller. C'est exactement ça. Après, là, ils jouaient Barcelone. Donc, à la limite, je peux pas leur en vouloir. Non, en fait, c'est pas le problème, c'est le fond de jeu est tellement catastrophique. C'est pas le fait de perdre, c'est l'attitude, c'est le fond de jeu. Et t'as l'impression que tu peux perdre contre le Barça, tu peux perdre contre le Real ou autre, mais en fait, t'as vraiment l'impression qu'ils veulent pas y aller. Dans les attitudes, ils y sont pas. Ils jouent les uns après les autres. Alors, Abramovich fait un travail exceptionnel. Abramovich, je me demande ce qu'il va faire l'année prochaine. Hein. Il a passé un cap et on verra bien où est-ce qu'il va aller, s'il change ou pas. Mais vas-y, ça y est, au bout d'un moment, le Partizan, là, c'est une catastrophe, sachant que c'est une équipe qui a fait l'année dernière demi-finale quand même. Donc, non, ils font premier tour de play-off. Ils font pas le Final Four. Ils sortent contre le Real, justement. Mais ils auraient dû faire le Final Four s'il n'y avait pas eu. Gershon qui se bagarre avec les gens, tout ça. Du catch. Enfin, ça part pas de Gershon au début, mais s'il n'y avait pas eu. C'est Yul. C'est Serge Llull qui fout la merde. Au final, il met le game winner. Donc le Partizan, c'est mon flop de cette semaine et j'ai mis Valence. Parce que moi, c'est cette équipe, je peux plus. Mais toi, t'aimes pas Valence? Non, je peux plus. Mais t'as vu le début de match, ça joue bien. Hein. Ailo, ça trouve Damien Inglis, tout ça. Chris Jones, Brandon Davis qui fait encore un gros match. Bon, bref, je vois, tu veux pas parler de Valence. Moi, j'ai mis les fesses. Voilà, Valence, comme ça. Parce que les fesses, c'est pareil, c'est comme le Partizan. Sauf que le Partizan, à l'heure actuelle, est en play-in. Les fesses, ils ont la place, ils ont l'équipe, ils ont tout. Ils veulent pas. Ouais, sauf que les fesses, il y a 2 ans, c'est un double champion d'Europe au titre. Donc, ouais, mais ça y est, ça commence à dater maintenant. Non, ça date pas. C'était 2021-2022. Ouais, et du coup, les 2 dernières saisons, qu'est-ce qui s'est passé? L'année dernière, et cette saison, ils sont en difficulté, mais ils ont perdu quand même Vasilij Micic. Enfin, ils ont récupéré Darius Thompson. Ouais, mais c'est pas Vasilij Micic. Mon gars, t'as pas comment il cross KD là, NBA, gros. D'accord. Ils ont perdu Vasilij Micic. Olympiakos, ils perdent Vezenkov, c'est le MVP de l'Euroleague, et pourtant. Ils ont perdu, ils ont pas gagné. Et on verra ils ont perdu, ils ont pas gagné. D'accord, ils ont perdu, ils ont pas gagné. On va voir ce qu'ils vont faire. On parlait de qui là juste avant? De les fesses. Les fesses, ils ont pas gagné l'année dernière. C'est vrai. Et donc voilà, c'est pas une équipe, c'est une équipe l'année dernière, même avec Vasilij Micic, qui n'a pas fait les playoffs. Mais après, c'est Micic beaucoup blessé l'année dernière. Là, cette année, il y a eu beaucoup de blessures aussi. C'est vrai, il y a eu beaucoup de blessures. Mais là, il n'y a pas de blessés. C'est quoi l'excuse? Grâce au play-in, malgré le fait d'avoir un trou dans la saison, tu as l'opportunité de faire les playoffs. Là, c'est quoi l'excuse sur les 5-6 derniers matchs? Il n'y a pas de blessés. Hein. Ils sont tous là. Clyburn, il est là. Bobo est là. Shane Larkin, il s'est troué. C'est rare, hein. Franchement, j'aime pas lui tirer dessus parce que c'est lui qui porte l'équipe sur la saison. Là, sur ce match-là, il est pas là. T'as l'impression qu'il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas d'envie. Et franchement, l'Asvel, c'est prenable. Tu reviens à -1 et tout. Enfin bref, je suis déçu de cette équipe. Et même s'ils accrochent le play-in,
Franchement, qu'il se fasse sortir, il mérite pas. Hein, il mérite pas. Et j'ai mis le match Bayern-Kaunas parce que on veut plus voir ça. Vraiment. En 2024, on veut plus voir ça. C'est des choses que, voilà, on a assez souffert. On a regardé. Moi plus que lui quand même. Voilà, on est allé voir des matchs de R2, de R3. On est allé voir les matchs de Jade. L'année dernière, je suis allé voir jouer Brad à Brie. Des gens sont venus me voir jouer à Boulogne. On a souffert. Là... Quand on regarde l'Euroleague, on veut du plaisir. Là... On ne veut pas regarder Bayern-Kaunas. Ah ouais, vraiment. Ah, Stark, tu ronfles les yeux ouverts. Hein. Donc voilà, donc ce match pour moi est un flop. On peut passer sur le 5 de la semaine avant que l'appareil surchauffe de nouveau. Bien sûr. Et en plus après, putain, je vais être en retard. Voilà. On passe sur le 5 de la semaine, c'est parti. Alors ton 5 de la semaine. Taylor Dorsey. Ouais, poste 2, je l'ai mis moi. Moi c'est mon poste 1. Ok. Shima Moneke, c'est mon poste 2. Moi j'ai mis Elio Kobo. Ouais. Parce que match de fou furieux, depuis 2 matchs, il mérite quand même de le mettre. Je l'avais pas mis la dernière fois, parce que statistiquement parlant, c'était pas très haut, mais là il a vraiment performé. J'ai mis Gershon en 3. J'ai mis Deshaun Thomas en 3. C'est mon poste 4. Ouais. Mais je peux switcher l'un ou l'autre. Deshaun Thomas qui, voilà, on l'a dit, fait un énorme match. J'ai mis Josh Nibo en 4. Moi j'ai hésité, mais du coup j'ai mis Deshaun Thomas en 4. Ok. Et Moses Wright sur mon poste 5. J'ai mis Moses Wright. Donc je mets pas Nibo. Non. Il fait 33 déballes, c'est le meilleur déballe de la journée. Je sais. Il les a tellement bousillés. J'ai pas regardé le match, moi mais j'ai vu 33 déballes, j'ai dit il je les peux a pas le mettre. tellement bousillés. Mais vas-y, les Rouge, ils sont tellement nuls. Vas-y, ça C'est vrai, c'est vrai. C'est ça, Moses Wright, j'étais obligé de le mettre 19 points clairement. sur un match comme ça contre le Pana. Clairement. Et face à un des meilleurs pivots d'Euroleague, Mathias Le Sort, c'est voilà. Écoute, je vais y aller parce que dans 15 minutes, j'ai rendez-vous avec mes petits pour essayer de gagner un match. Ah, c'est à midi 45, c'est bien. Ouais, parfait, il est midi 30. Donc, sachant que c'est dans le 13e, on est à Orly. Donc, je vais y aller vite. Je me suis pas lavé les dents en plus. Je vais crier fort. Défense! Ils vont défendre, t'inquiète. Ils vont sortir mon haleine. Bref, il faut savoir que je viens de me lever juste avant que Brad arrive. Je vous dis à la semaine prochaine, double journée. Bon, encore une fois, je sais pas comment on va faire, mais en général, on come through, tu vois. On assume. C'est comme through. On assume, On come through. drive through. On drive through. On step through. Wow. Donc, bisous, à la semaine prochaine. Ouais. Toujours, tu finis, tu fais des dingueries. Bon match cet après-midi, tu joues à Levallois? Ouais. Tu vas gagner? Ouais. Bah, je ne pense pas. Tu passeras le bonjour à Yannou de ma part. Bien sûr. Bisous, à la semaine prochaine. Bah, Banks. Swipe up. N'oubliez pas de vous abonner surtout.